Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans Le Shot, la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui du Prince oublié. Nouvelle réalisation de Michel Hazanavicius, le français, à qui on doit notamment les incroyables OSS 117, de The Artist ou plus récemment du Redoutable. Alors que Michel a refusé d'embarquer sur le projet du troisième film de Hubert Bonisseur de la Batte, il revient avec un nouveau long métrage dont nous allons parler aujourd'hui avec Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Robin. Donc ce Prince oublié, nous retrouvons notamment Omar Sy, François Damiens ou encore la compagne de Michel Bérénice Bejo pour un film sensiblement plus familial, voire même enfantin de ce qu'il a pu faire par le passé. Il nous raconte ici l'histoire de Jibi, un papa célibataire qui invente chaque soir une histoire pour endormir sa petite fille de 8 ans, Sophia. Mais 3 ans plus tard, Sophia, elle grandit et ne semble plus forcément avoir besoin des histoires de son papa. Alors, première question Thibaut, c'est clair que quand on a un passif, en tout cas dans l'humour, comme des OSS 117, où on aurait pu aussi leur ajouter le grand détournement, la classe américaine qu'il avait fait pour le compte de Canal+, on n'est pas vraiment dans de l'humour qu'on peut appeler grand public ou familial. Donc, Michel Hazanavicius teste une nouvelle forme de comédie, et qu'est-ce que ça donne ? Alors effectivement, ça peut paraître surprenant de voir Hazanavicius s'attaquer à ce genre de projet, mais finalement c'est assez logique par rapport à ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire que c'est un cinéaste qui a toujours exploré dans chacun de ses films un genre différent. Tu l'as dit, il est passé par le film muet avec The Artist, le biopic avec Le Redoutable, le film de guerre aussi avec son film un peu plus méconnu qu'est The Search, et évidemment la parodie d'espionnage avec les OSS 117. Et donc il a toujours exploré un petit peu différents genres et il se les est réappropriés de façon plutôt intéressante, je trouve, à chaque fois. Et là, effectivement, c'est la première fois qu'il s'attaque aux films pour enfants. Avec un mélange, tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement, entre Pixar et du Terry Gilliam. Exactement. Je t'avoue que là, tu m'as intrigué. Oui, alors moi c'est aussi ce qui m'intéressait dans le projet, c'est que on est un peu dans du Terry Gilliam parce qu'on a une histoire qui va nous parler de l'imaginaire et du pouvoir des histoires, puisque comme tu l'as posé, ça parle d'un papa veuf qui raconte chaque soir une histoire à sa fille, qui les met en scène tous les deux dans ses histoires, elle dans le rôle de la princesse à sauver et lui dans le rôle du valeureux prince qui va combattre les méchants, les dragons et la sauver à la fin. Et finalement on a comme aussi dans Vice Versa, ce qui nous amène à Pixar, une histoire de passage à l'âge adulte, et ça d'ailleurs Hazanavicius l'assume complètement. Il dit lui-même qu'il a voulu faire un film grand public mais qui est quand même un propos pointu à la Pixar, il le dit texto. Et on a en fait, comme dans Vice Versa, une histoire de passage à l'âge adulte avec une jeune fille qui va devoir affronter les difficultés de la préadolescence finalement, mais ce coup-ci, contrairement à Vice Versa, on voit tout en fait du point de vue du papa, donc le personnage d'Omar Sy, qui va devoir accepter de laisser sa fille grandir et de l'avoir abandonné l'enfance en fait finalement. Et la petite subtilité, c'est que on a une histoire qui se déroule à la fois dans le monde réel et dans le monde imaginaire, puisque toutes les histoires qu'il lui raconte, elles prennent vie à l'écran, et il y a en fait tout un monde imaginaire qui existe, et le prince que raconte justement le papa, il prend vie aussi sous les traits d'Omar Sy. Donc on a en parallèle la version réaliste du père Omar Sy et la version fictionnalisée du prince, aussi incarné par Omar Sy, qui va se voir remplacé dans l'imaginaire de la petite fille en fait par un prince beaucoup plus jeune, parce que évidemment que la jeune fille commence à s'intéresser aux garçons, et ce prince dont le titre va être peu à peu oublié et mis de côté. Alors peut-être avant de continuer à aborder ces aspects-là, tu me parles d'un monde imaginaire qui existe, donc on peut apprécier Omar Sy probablement dans plein d'histoires et plein de péripéties différentes. Ça rend à l'écran. Comment ça rend à l'écran ? Est-ce que c'est bien fait ? Est-ce que les effets sont bien ? Est-ce qu'on y croit ? Est-ce que ce monde imaginaire nous transporte ? Alors justement, moi c'est aussi pour ça que le film m'intriguait, c'est que c'est un type de production qu'on a assez peu l'habitude de voir dans le cinéma français, puisque forcément c'est un film qui fait appel à énormément d'effets spéciaux, et d'ailleurs Hazanavicius le dit, c'est le film le plus compliqué qu'il ait fait en termes techniques, et il y a une volonté de donner de l'ampleur à tout ça qui est assez marquante et visible à l'écran, et aussi aux oreilles d'ailleurs, parce que pour la petite anecdote, pour composer la musique du film, il est quand même allé
aller chercher Howard Shore, donc le compositeur attitré de Cronenberg et à qui l'on doit la partition du Seigneur des Anneaux. Donc c'est pas rien. Qui est quand même d'un niveau, je dois dire, c'est d'un certain niveau. Alors après, je t'avoue que moi j'ai aucun thème qui me reste spécialement en mémoire. C'est pas sa partition la plus mémorable, mais c'est aussi un aspect où il y a la volonté de vraiment une ambition et de donner de l'ampleur à tout ça. Après, en termes visuels, on pourrait en fait considérer, c'était déjà visible dans la bande-annonce, les quelques images qu'on voyait, on pourrait trouver la direction artistique un peu trop criarde et kitsch. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup on est dans quelque chose de très coloré, ouais. mais en fait finalement c'est assez cohérent parce qu'en fait on est dans l'imaginaire d'un enfant, donc forcément qu'on a des couleurs pétantes, des décors grandiloquents et un bestiaire assez improbable. Et d'ailleurs, ça, c'est une des grandes qualités du film aussi, c'est qu'on explore vraiment l'imaginaire. Ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant chez Hazanavicius, c'est que c'est quelqu'un qui respecte, c'est un vrai cinéphile, quoi, qui respecte l'imaginaire, qui a des références et qui aime les mettre à l'écran, les digérer. Et on a justement tout un bestiaire assez improbable, même dans l'arrière-plan, on a par exemple un moment une forme humanoïde qui passe et qui est en fait un sachet rempli d'eau avec un poisson rouge à l'intérieur. Il y a toute une séquence avec, là aussi c'est intéressant, des personnages entièrement en images de synthèse mais qui sont en même temps transparents. Et il y a par exemple un petit cow-boy qui a un corps anormalement long mais qui a des tout petits bras, du coup il n'arrive pas à atteindre ses colts, donc il y a des idées comme ça assez rigolotes. Ce cow-boy d'ailleurs il est doublé par Eric Judor, donc ça ajoute un petit truc bien sympa. Et voilà, ils testent des choses, c'est pas toujours très abouti, mais en tout cas en termes d'ambition visuelle et d'univers, ça fait vraiment plaisir. Et en termes d'humour, est-ce qu'on peut... Tu me disais, c'est un film qui va entre le film pour enfants, le film familial. Est-ce qu'on peut tous s'y retrouver dans la comédie, ou justement l'exploration tant finalement ce qu'on appelle du coming of age, donc du passage à l'âge adulte, que de la partie imaginaire? Alors justement, c'est peut-être là où le bas blesse un peu pour moi, c'est que je trouve clairement Hazanavicius moins à l'aise dans l'humour pour enfants que dans l'humour un peu irrévérencieux d'OSS 117. Il y a pas mal de dialogues qui sonnent quand même assez faux et qui sont voire même carrément embarrassants certaines fois. Petit exemple, un exemple en fait à chaque fois, ils ont un truc, Omar Sy et sa fille dans le film, c'est qu'ils ont un check secret, donc ils se font une poignée de main où ils disent à chaque fois check tartare. Voilà, ça te donne une petite idée de l'humour et du niveau des vannes qui fait un peu grincer les dents par moment. Donc ça n'a pas toujours la subtilité d'un Pixar justement à ce niveau-là, qui arrive vraiment à toucher avoir vraiment plusieurs niveaux et puis voilà, du coup à toucher tout le monde. Et un humour assez subtil et plus fin que ça, quoi. Mais sinon, pour le reste, alors une des petites réserves que j'ai aussi, c'est le lien entre l'imaginaire et le monde réel, qui n'est pas forcément toujours aussi cohérent et clair que chez un Pixar, par exemple, ou alors au contraire, qui a peut-être tendance un peu à surexpliquer son propos. Par exemple, il y a un moment où on retrouve une incarnation de la mère décédée dans l'imaginaire, et on explique un peu avec des gros sabots, mais c'est une représentation de la mère décédée, et on dit littéralement dans le dialogue ce qu'elle est censée représenter. Ouais, ok. Mais vu que finalement ça s'adresse quand même peut-être un petit peu aux enfants, est-ce que finalement c'est pas compréhensible, ou c'est vraiment trop appuyé peut-être même pour un enfant? C'est un peu trop appuyé, et ça fait pour moi que c'est jamais aussi puissant justement dans le symbole et dans l'évocation que chez un Pixar. Justement, si on revient à vice versa, moi la mort de Bing Bong, l'ami imaginaire, qui symbolise justement la fin de l'enfance de l'héroïne, moi c'est un passage qui me fait toujours fondre. Là on retrouve pas ce genre de scène dans le film, mais pour le reste ça n'empêche pas qu'il y a quand même de l'émotion, que surtout le rapport entre les différents personnages marche assez bien, et il y a justement cette idée qui est assez intéressante, je trouve, d'avoir deux romances en parallèle, puisque d'un côté la fillette en fait découvre gentiment l'amour et commence à s'intéresser, elle flash sur son premier garçon qui va donc remplacer Omar Sy, qui va avoir une incarnation en jeune prince dans son imaginaire, et en parallèle en fait on a le personnage d'Omar Sy qui va peu à peu accepter de s'intéresser aussi à de nouvelles femmes après
le décès de son épouse, et notamment à sa voisine qui est incarnée par Bérénice Bejo, et va se nouer entre eux une relation assez intéressante. Et d'ailleurs, une des qualités du casting du film, je trouve justement, c'est son casting. Omar Sy, certains n'en peuvent plus aujourd'hui d'Omar Sy, qu'on voit partout dans des comédies de pire en pire, mais là je trouve qu'il est assez bien exploité dans ce rôle-là. Bérénice Bejo est assez chouette dans le rôle de la voisine, un peu fofolle, quoi. Et on a aussi la présence de François Damiens, qu'on avait déjà pu voir chez Hazanavicius dans les OSS 117, qui là joue le méchant des rêves, qui s'appelle Prit Prout. Donc là aussi, on est dans du truc un peu de bac à sable, mais qui marche plutôt bien. Donc voilà, c'est un film assez imparfait dans l'absolu, que c'est clairement pas le meilleur film de Michel Hazanavicius. J'irai jamais prétendre que c'est le meilleur film pour enfants ou tout public qu'on puisse voir à présent, mais malgré tout, voilà, il y a de l'ambition, il y a une envie qui fait plaisir dans le cinéma français, et ne serait-ce que pour ça, moi j'ai quand même envie d'inciter les gens à aller le voir et de saluer l'effort, quoi. Ouais, puis je pense aussi que si tu dis qu'il y a beaucoup d'effets, il y a quand même pas mal de moyens, on se doute qu'ils doivent aussi bien s'éclater. Enfin, franchement, je pense qu'une bande d'acteurs comme ça, tu les mets, bon, alors là, tu dois battre un dragon ou je sais pas quoi. Je pense qu'il doit y avoir aussi des moments assez fun, on profite de ce film et de ce que ça peut nous offrir, notamment en termes d'imaginaire. Oui, puis c'est une fois de plus l'occasion pour Michel Hazanavicius aussi de rendre hommage au cinéma, parce que c'est toujours quelqu'un qui a exploré aussi l'envers du décor de la production d'un film. C'était évidemment toute l'histoire de The Artist, mais on avait aussi ça dans Le Redoutable, par exemple. Et là, en fait, le monde imaginaire ressemble aussi pas mal, d'ailleurs, à une séquence de Vice Versa, où on voyait comment étaient créés les rêves, où on était dans un studio de cinéma. Là, c'est pareil. En fait, toutes les histoires que raconte Omar Sy, elles sont mises en place dans un studio de cinéma, avec les personnages du prince, etc., qui sont des acteurs qui incarnent ces histoires-là. Donc là, il y a aussi un petit jeu sur la fiction qui est plutôt sympa à ce niveau-là. Et donc, encore une fois, Michel Hazanavicius prouve qu'il aime le cinéma et qu'il aime l'explorer et nous le montrer. Et donc, ça peut faire, pourquoi pas, une bonne recommandation de sortie familiale, ou si vous êtes encore un grand enfant, voilà, pourquoi pas. Même si c'est imparfait, je pense que ça vaut la peine d'encourager ce genre de tentative, parce que, voilà, quel que soit le résultat final, moi, c'est des idées de base que j'ai envie de voir plus souvent, des projets que j'ai envie d'encourager. Merci Thibaut de nous avoir donné envie d'aller découvrir la nouvelle réalisation de Michel Hazanavicius, Le Prince oublié, qui sort donc le 12 février dans les salles obscures. Merci à toi, Robin. Voilà, et puis d'ici là, vous savez que vous pouvez retrouver évidemment tous nos épisodes en podcast sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, SoundCloud et autres. N'hésitez pas à nous dire, pourquoi pas, si vous avez, quand vous aurez vu Le Prince oublié, de nous dire ce que vous en avez pensé. On vous retrouve très très prochainement dans le Saloon pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.